Ouais, il existe un environnement qui, à première vue, semble avoir été littéralement conçu pour repousser toute forme de vie. Ouais, un endroit vraiment hostile. C'est ça. Il faut se représenter une mer exceptionnellement peu profonde. On parle d'une moyenne d'à peine 50 mètres. Ça dépasse très rarement la barre des 100 mètres de profondeur. C'est presque une flaque à l'échelle océanique. Exactement. C'est une immense étendue d'eau prise en étau. D'un côté, on a les déserts brûlants de la péninsule arabique, et de l'autre, le relief hyper rocailleux et escarpé du plateau iranien. Et le climat ne pardonne pas. Ah ben, en plein cœur de l'été, l'eau y dépasse allègrement les 30 degrés Celsius. C'est une température où la plupart des écosystèmes marins mondiaux commencent à s'effondrer purement et simplement. Les coraux blanchissent, la faune fuit. Normalement, oui. Voilà. Et l'évaporation sous ce soleil de plomb est tellement intense, tellement constante, qu'elle rend la salinité de cette eau l'une des plus élevées au monde pour une mer ouverte. Donc on a de la chaleur extrême, une eau hyper salée et très peu de profondeur. Sur le papier, toutes les conditions sont réunies pour créer un véritable désert liquide, un bassin stérile. Et pourtant, notre exploration approfondie d'aujourd'hui s'attaque à un paradoxe absolu. Je suis prête pour ça. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer les notes et les images d'un documentaire fascinant de la chaîne Wild Earth Films. Ça s'intitule « Le Golfe Persique, une mer de vie parmi les sables ». Un titre très à propos. L'objectif de notre analyse, c'est de comprendre précisément comment cet environnement de l'extrême, au lieu d'être un cimetière marin, abrite en fait un écosystème où chaque espèce joue un rôle crucial de survie interconnectée. C'est le cœur même du sujet, en fait. Le véritable paradoxe de cette région, c'est que la vie n'y prospère pas malgré cette rudesse. Elle s'est littéralement construite autour d'elle. C'est une nuance importante, hein. Ah, c'est fondamental. La chaleur accablante, le sel qui pèse sur les organismes, l'eau souvent trouble à cause des sédiments, ces contraintes ont agi comme un creuset évolutif. Elles ont forgé une biodiversité unique au monde. Quand on voit les images, c'est saisissant. Oui, on y découvre de mangroves luxuriantes, de vastes herbiers marins, des récifs coralliens qui défient la logique biologique. L'idée centrale de nos sources, c'est qu'ici, la nature ne fait pas que survivre. Elle a mis en place un véritable chef-d'œuvre de micro-ingénierie biologique. Bon, décortiquons tout cela. Il y a une quantité incroyable de choses à observer sous la surface de cette eau trouble. Et pour commencer par la base, intéressons-nous aux tout premiers acteurs. Les ingénieurs du fond marin. Exactement. Le documentaire s'ouvre sur une image pour le moins inattendue. Ça ressemble à un grand pâturage sous-marin, avec des vaches et des tondeuses à gazon. C'est une bonne analogie pour le dugong. C'est un animal massif, une silhouette de baleine miniature, mais avec ce museau tourné vers le bas et une queue large, en forme de pelle. Et ce géant broute paisiblement les herbes marines. Il passe ses journées à sein. Mais ce qui est fascinant, c'est le pourquoi de la chose. Ce broutage intensif n'épuise pas du tout la ressource. Le dugong arrache les racines, il laisse de longs sillons dans le sable, et en fait, c'est ça qui stimule la pousse de nouvelles plantes. Oui, le dugong n'est pas qu'un simple consommateur. C'est un jardinier. Il cultive littéralement son environnement. Il aère le sol, en gros. Tout à fait. Et ces herbiers marins ont une importance capitale. Leurs racines stabilisent les sédiments, ce qui réduit énormément l'érosion sous-marine. Et surtout, ces herbes protègent les jeunes poissons. Une vraie nurserie. C'est ça. Le documentaire le formule de manière très poétique d'ailleurs. Il dit que la survie ici est un fragile équilibre, dépendant de l'herbe et de la patience. L'herbe et la patience, c'est joliment dit. Et le dugong incarne parfaitement cette patience. Mais il n'est pas le seul à entretenir ces prairies. Il y a un autre acteur qui amène une dimension intergénérationnelle incroyable à ce territoire. C'est la tortue verte. Ah, la grande voyageuse. Elle parcourt des centaines de kilomètres dans ces eaux surchauffées pour revenir pondre très exactement sur la plage qui l'a vue naître. Et sous l'eau, elle joue aussi un rôle de jardinier. Mais avec une technique différente du dugong. Ouais. Comme le dugong, elle s'occupe de la végétation, mais au lieu d'arracher les racines, son bec coupe l'herbe. Une coupe très sélective, oui. En empêchant la surcroissance de l'herbe, la tortue verte favorise la bonne circulation de l'eau et des nutriments dans l'herbier. Elle taille la haie, quoi. C'est exactement ça. Sa présence en train de brouter est d'ailleurs le véritable indicateur d'un biotope côtier sain. Tant qu'on a des tortues vertes et des dugongs, la base de la chaîne alimentaire fonctionne. Et cette base en bonne santé nous amène directement à un autre écosystème, beaucoup plus vertical celui-là, la fameuse bataille pour le récif corallien. Un environnement très compétitif. Le corail dans le golfe Persique, c'est un miracle en soi, vu la chaleur. Mais pour survivre, il a besoin d'aide. Et là, on croise une autre tortue. La tortue imbriquée, ou tortue bissa. Elle a une allure très différente de la tortue verte. Totalement. Elle a ce bec très étroit, crochu. Un bec d'oiseau de proie, presque. Et ce bec lui sert à accomplir une mission de sauvetage assez inattendue. Sauver les coraux par l'appétit. Ce qui est fascinant ici, c'est la dynamique entre les espèces. Sur un récif, l'espace est la ressource absolue. Chaque centimètre compte. Et les éponges marines poussent beaucoup plus vite que les coraux. Sans intervention, les éponges proliféreraient et finiraient par étouffer complètement le récif. C'est là que la tortue imbriquée intervient. Oui, son bec étroit est l'outil parfait pour aller chercher les éponges dans les anfractuosités de la roche. En se nourrissant de ces éponges, elle libère physiquement de l'espace. Elle fait le ménage. Et cet espace permet au corail de grandir. Ça prouve vraiment que l'équilibre gigantesque d'un récif tient à une connexion super intime entre une carapace et un minuscule polype de corail. C'est fou. Mais évidemment, un récif en pleine santé, ça grouille de vie et donc ça attire les grands prédateurs, les fameux chasseurs régulateurs. Les requins. Voilà. Et l'organisation de ces prédateurs est digne d'un emploi du temps d'usine. Le jour, on a le requin à pointe noire, il chasse en embuscade, souvent dans moins d'1 mètre d'eau.
Il est taillé pour la vitesse. Et la nuit, l'équipe change. La nuit tombe et c'est le requin nourrice qui prend le relais. On l'appelle aussi le requin tapis arabe. Lui, il est tacheté, il se fond sur le fond marin et sa technique est brutale. Il n'attrape pas ses proies, il les aspire littéralement hors des fissures. C'est un aspirateur vivant. Mais il faut bien comprendre le rôle de ces prédateurs. Il faut les contextualiser. Ce ne sont pas des symboles de terreur ou de destruction aveugle. C'est plutôt un service de gestion. Tout à fait. Ce sont des mécanismes de sélection vitaux. Le requin à pointe noire, avec sa vitesse, va éliminer les individus faibles ou malades pendant la journée. Ça garde la population des proies vigoureuses. Une sélection naturelle classique. Et le requin tapis la nuit dicte le rythme diurne-nocturne du récif. En aspirant les proies cachées, il régule une autre frange de la population. Ils se partagent le travail. Et en parlant d'aspirateur, on ne peut pas ignorer le mystère du mérou à taches orange. Ah, ce poisson est incroyable! C'est un géant massif posté près des rochers. Quand une proie passe, il ouvre sa gueule tout en faisant une expansion ultra rapide de ses branchies. Ça crée un vide qui gobe le poisson en une milliseconde. Mais le plus dingue chez le mérou, c'est pas sa technique de chasse. Non, c'est sa technique de survie, son système de reproduction. Voilà, le concept d'hermaphrodisme protogyne. C'est un terme technique qui cache un truc de science-fiction. C'est très bien documenté pourtant. Ces mérous naissent tous femelles, 100% de la population à la naissance. Toute femelle, Et ensuite, selon les besoins de la population, certaines de ces femelles vont changer de sexe pour devenir des mâles. c'est une flexibilité hallucinante. C'est une stratégie adaptative brillante. Ça garantit que la population reste stable, peu importe les fluctuations. S'il manque des mâles reproducteurs à cause de la pêche ou des requins, des femelles font la transition. Le fameux bouton d'urgence démographique. Exactement. Le mérou s'assure ainsi d'être toujours présent pour réguler les poissons de taille moyenne sur le récif. Mais tout ce petit monde sur le récif, les coraux, les tortues, les mérous, tout ça dépend d'une condition non négociable, la clarté de l'eau. Et vu le sable et la faible profondeur, l'eau claire n'est pas une évidence. Pas du tout. Et c'est là qu'entrent en scène les filtres et les nettoyeurs. À commencer par l'huître perlière. Historiquement, le golfe est connu pour ses perles. Ça a fait la richesse de la région. Bien avant le pétrole, oui. Mais le documentaire remet les pendules à l'heure. Le véritable trésor de cette huître, c'est pas la perle, c'est son rôle écologique. Elle est au centre du système de recyclage. L'huître filtre des quantités astronomiques d'eau au quotidien pour se nourrir du plancton. Elle pompe et elle nettoie. Voilà, en faisant ça, elle rend l'eau suffisamment transparente pour permettre à la lumière du soleil de passer, et cette lumière est cruciale pour la photosynthèse des coraux. Sans les huîtres, l'eau serait trop trouble, les coraux mourraient. Et sa coquille aussi joue un rôle, non? Bien sûr, sa coquille dure devient un socle. Sur ses fonds plats et sablonneux, les lits d'huîtres créent un relief. C'est un nouveau microcosme où d'autres organismes peuvent s'accrocher. Et le nettoyage continue au-delà des huîtres. Même sur la plage. Il y a ces images du crabe fantôme. Il a une vision à 360 degrés avec ses yeux sur tige. Il sprinte latéralement sur le sable pour attraper le moindre débris organique. Un vrai charognard de plage. Et sous l'eau, on a son équivalent majestueux, l'arrêt aigle. Elle survole le fond sablonneux et utilise son museau pour fouiller le sable sans arrêt. Si on connecte ces deux animaux, le crabe et la raie, on réalise qu'ils ont la même fonction fondamentale. Ce sont les aérateurs du golfe. Il retourne la terre. Ils retournent le sable, oui. Le crabe aère la plage en mangeant les restes organiques et en creusant. La raie fouille les fonds marins, soulevant des nuages de sédiments. Ils relancent tous les deux la machine des nutriments. Et la beauté de ce système de nutriments, c'est que ça ne s'arrête pas à la mer. Il y a une véritable jonction entre l'air, la terre et la mer. Les oiseaux sont les maîtres de cette jonction. Complètement. D'un côté, on a ces grands flamants roses majestueux. D'ailleurs, leur couleur rose vient des caroténoïdes présents dans les petits crustacés qu'ils filtrent la tête à l'envers dans la vase. Une couleur directement issue de leur régime alimentaire. Et de l'autre côté, on a les cormorans de Socotra, sur des îles totalement arides. Ces oiseaux plongent dans l'eau de manière parfaitement synchronisée, par milliers, comme une pluie de lances sur les bancs de poissons. C'est un spectacle époustouflant. Et si l'on relie cela à une vue d'ensemble, le rôle de ces oiseaux est vertigineux. Ils connectent des continents. L'Eurasie et l'Afrique, par la migration des Flamands, c'est ça, sont dans la mer. Puis ils retournent sur leurs îles arides. Et par le biais de leurs guano, leurs excréments, ils ramènent des quantités massives d'azote et de phosphore sur la terre ferme. C'est un transfert d'engrais naturels. C'est ce guano marin qui permet à la maigre végétation de pousser sur ces îles désertiques. Sans les cormorans, ces îles seraient des cailloux stériles. C'est quand même incroyable de se dire qu'il faut des oiseaux qui plongent dans la mer pour faire pousser des plantes sur un caillou au soleil. La nature est un réseau très serré. Et ce réseau abrite aussi des animaux qui ont dû développer des adaptations extrêmes pour naviguer dans ces conditions. Surtout dans les eaux troubles près des mangroves. La visibilité y est parfois quasi nulle. C'est le domaine du dauphin à bosse de l'Indo-Pacifique et du grand dauphin. La vue ne sert à rien dans cette purée de pois. Donc ils utilisent un système de sifflement et de clics super complexe, les colocations. Un sonar biologique très performant. Les clics rebondissent sur les poissons et reviennent aux dauphins. Ça leur permet de cartographier leur environnement en temps réel. Et ils chassent en groupe grâce à ça. Oui, ils coordonnent leurs mouvements à l'aveugle pour piéger les bancs de poissons contre la côte ou la surface. Mais au rayon des adaptations extrêmes, la palme revient sûrement à cette observation sur le serpent marin ouest-indien. Un animal très particulier. C'est un serpent qui a complètement abandonné la terre ferme. Son corps est plat comme un ruban,
Il nage parfaitement, son venin neurotoxique est foudroyant, mais le plus impressionnant, c'est la façon dont il gère l'hostilité de l'eau. Le problème de la salinité. Exactement. Bailler ou avaler une goutte de cette eau hyper salée, c'est un danger de mort par déshydratation interne. Et l'évolution a trouvé une parade mécanique. Une prouesse purement évolutive. Ce serpent a développé des glandes spéciales situées sous sa langue. Leur seul but est d'extraire l'excès de sel de son sang et de l'expulser vers l'extérieur. Il a une usine de dessalement intégrée dans la tête. C'est ce qui lui permet de chasser dans ce bouillon hypertonique sans en mourir. On frôle la science-fiction, à chaque espèce. Et pour terminer notre tour d'horizon, on doit parler des géants isolés. Le chant du géant, plus précisément. L'apparition de la baleine à bosse de l'Indo-Pacifique. C'est toujours le clou du spectacle, une baleine. Mais celle-ci a un comportement qui diffère de la norme. D'habitude, les baleines sont les reines de la migration transocéanique. Elle traverse le globe pour se nourrir et se reproduire, oui. Mais pas celle du Golfe. Non, c'est le fait le plus marquant. Contrairement aux autres, cette population est isolée. Elle a décidé de s'installer de manière sédentaire. Elle reste dans cette région toute l'année. Un géant coincé dans une mer fermée. Et son rôle est monumental. Par ses plongées et surtout par ses excréments relâchés en surface, la baleine actionne ce qu'on appelle la pompe à baleine. Un ascenseur à nutriments. Voilà. Elle ramène les nutriments des profondeurs vers la surface. Ça nourrit directement le phytoplancton, qui est la base de toute la vie océanique. Et en plus de ça, il y a la dimension sonore. Le fameux chant. Son chant résonne sourdement contre les bancs de sable et les côtes, dans une eau très peu profonde. C'est vraiment comme l'écho d'un monde antique qui nous parvient. C'est poétique et puissant à la fois. Alors, quand on synthétise cette expertise, on réalise à quel point ce documentaire change notre vision des choses. Complètement. Le golfe Persique, c'est pas juste un bassin d'eau chaude, salée et trouble. C'est de la haute horlogerie fine. Chaque mouvement compte. De la lente glissade du dugong dans l'herbe à l'aspiration soudaine du mérou, tout est tissé dans une toile de survie absolue. C'est une symphonie de sel et de lumière, comme le dit si bien l'équipe du film. Et quelle est la leçon principale à retenir de tout ça? L'interdépendance, c'est le mot d'ordre. Il faut comprendre que la survie des immenses structures coralliennes dépend littéralement de l'appétit ciblé d'une petite tortue pour des éponges. C'est l'effet papillon écologique. Et que la fertilité d'une île entière dépend des plongeons d'un oiseau de mer. Ça change radicalement notre façon de percevoir la nature. Rien n'est laissé au hasard. C'est une leçon magistrale sur l'importance du moindre petit maillon, surtout dans notre monde actuel submergé par les changements rapides. Retirer le requin nourrice ou le crabe fantôme et tout l'équilibre vacille. Ça fait réfléchir. D'ailleurs, pour clôturer cette exploration approfondie d'aujourd'hui, on peut laisser une pensée inédite en suspens. Une pensée assez provocatrice. Je t'écoute. On sait que le golfe Persique présente aujourd'hui, de manière naturelle, des conditions de chaleur et de salinité absolument extrêmes. C'est invivable pour la plupart des espèces. C'est le milieu marin le plus chaud du monde. Or, on observe que les océans du monde entier se réchauffent à une vitesse alarmante. Ils subissent des stress sans précédent, des canicules sous-marines. Les fameuses vagues de chaleur marine. Alors, il est fascinant de se poser une question. Est-ce que les créatures de ce lagon désertique, qui survivent dans ces eaux à plus de 30 degrés depuis des millénaires, Ces fameux survivants de l'extrême. est-ce qu'elles ne détiennent pas tout simplement, encodé dans leur propre ADN, le manuel de survie futur de toute la vie marine de notre planète? C'est une perspective qui laisse vraiment songeur. Les solutions pour l'océan de demain sont peut-être déjà en train de nager dans les eaux brûlantes du Golfe aujourd'hui. Ça remet pas mal de choses en perspective. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur du golfe Persique.